Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire du CAGI consacré aujourd'hui aux relations entre l'Union européenne et les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Alors bon, je m'appelle Fred Guédot, je suis professeur de sciences politiques et responsable du CAGI, le CAGI qui est le Centre d'analyse géopolitique internationale, alors qui est aussi le pôle Guadeloupe d'une UMR CNRS, unité mixte de recherche du CNRS, le LC2S, Laboratoire caribéen de sciences sociales. Alors, je ne suis pas accompagné aujourd'hui de Julien Méguillon, mais du professeur Jessica Byron, qui est à mes côtés. Je suis également, alors Jessica Byron, j'ai eu l'occasion de passer la parole tout à l'heure, professeur de sciences politiques à URI, Université des West Indies, directrice de l'Institut des relations internationales. Et donc, nous sommes également en présence des étudiants de la filière sciences politiques et bien sûr de notre invité qui est Amandine Sabourin, que j'ai grand plaisir à présenter. Je vous dirai pourquoi, juste le temps de régler encore un petit problème technique. Voilà. Et donc, Amandine Sabourin est actuellement chercheure au sein d'un think tank, ECDPM, et elle est spécialiste de la politique européenne de développement, des relations entre l'Afrique et l'Europe, mais aussi des organisations de la société civile et des autorités locales. Amandine Sabourin est diplômée de Sciences Po Bordeaux, mais aussi de l'Université des Antilles et de la Guyane. J'insiste sur ce point-là. À l'époque, on parlait de l'UAG, n'est-ce pas, Amandine, avant le départ de la Guyane. Amandine est titulaire d'une thèse de sciences politiques consacrée aux relations entre l'Union européenne et les États membres dans le domaine de la coopération au développement. Alors, elle a été en poste à l'ambassade de France en Moldavie. Elle a été aussi en poste à l'ambassade de Pologne. Elle a rejoint ensuite Bruxelles, plus précisément le Conseil des communes et régions d'Europe. Elle a enseigné dans plusieurs universités, d'abord l'Université des Antilles et de la Guyane, en Moldavie également, également en Roumanie. Et actuellement, donc, elle est collaboratrice scientifique de l'Institut d'études européennes, excusez-moi, de l'Université libre de Bruxelles. Alors, je ne vais pas continuer à énumérer les compétences et les qualités d'Amandine Sabourin. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que je la retrouve dans ce cadre de ce webinaire. Et je remercie encore Amandine d'avoir accepté notre invitation et lui passe la parole pour une vingtaine ou un peu plus de minutes sur les relations entre l'Union européenne et les pays ACP. Alors, les enjeux de l'accord post-Cotonou, Madame Byron, après l'intervention d'Amandine, interviendra pour dire quelques mots, ou elle participera en tout cas au débat. Et les étudiants qui présents dans la salle, bien sûr, s'ils ont des questions, ils savent comment faire. Généralement, ils préparent leurs questions, ils posent des questions. Et Amandine, bien sûr, aura tout le loisir d'y répondre. Donc, Amandine, pour une vingtaine ou un peu plus de minutes, je ne sais pas combien de temps tu as prévu d'intervenir. Le webinaire, d'après ce que me dit Amandine, sera, enfin, le PowerPoint sera en anglais, mais je vous rassure, Amandine parlera en français. Bonjour et merci beaucoup, Fred. Merci beaucoup pour l'invitation, pour cette présentation également. J'ai un grand plaisir aussi d'être parmi vous aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, ça va. Ouais, ok, super. Alors, je suis en train d'essayer de partager mon écran. Voilà. Et donc, oui, donc je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et merci donc de cette invitation. Très heureuse également de retrouver 2 de mes 4 membres du jury de ma thèse aujourd'hui, virtuellement. J'aurais bien aimé être avec vous en présentiel, mais bon, hein, ce sera pour une autre fois, j'imagine. Toutefois. Voilà, alors,
je vais vous parler un petit peu, et 20 minutes sera suffisant. Et ce qui serait intéressant, c'est d'échanger par la suite, en effet. Je présentais rapidement les enjeux de l'accord post-Cotonou, qu'on appelle l'accord post-Cotonou, entre l'Union européenne et les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique. Grâce aux problèmes techniques, j'ai réussi à traduire mon PowerPoint rapidement. Donc, ce sera en français finalement. Voilà. Je vais revenir très rapidement sur une petite chronologie de l'accord pour qu'on situe un petit peu, mieux de quoi on va parler, puis sur les éléments clés de cet accord et enfin les 3 points qui sont un peu des points de questionnement seront autour des défis auxquels la signature de cet accord confronte l'Union européenne et les pays ACP actuellement. Alors, dans un premier temps, une brève chronologie de cet accord. Vous connaissez certainement l'historique des relations entre les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique et l'Union européenne, qui remonte aux années 60 avec l'accord de Yaoundé, puis les conventions successives de Lomé 1, 2, 3, 4, puis l'accord de Cotonou qui a été signé en 2000, révisé en 2005 et en 2010 et qui expirait en 2020 et qu'il a fallu donc renouveler. Les négociations pour le renouvellement, les discussions en vue des négociations pour le renouvellement ou la signature d'un nouvel accord post-Cotonou ont commencé en 2016 par une communication de la Commission. Et c'est en 2017 que les négociations ont été ouvertes officiellement. Et ça a pris donc 4 ans pour arriver au 15 avril 2021, où les négociateurs, ce qu'on appelle les négociateurs en chef, qui sont Robert Dassy, le Togolais, et Jutta, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Togo, et Jutta Urpilainen, qui est la commissaire européenne en charge des partenariats internationaux, paraphent le texte. Donc le 15 avril, l'accord politique sur lequel étaient tombés les négociateurs fin 2020 a été paraphé. La nature de l'accord, et on va revenir sur la nature de l'accord, fait que cet accord doit être signé par l'ensemble des États membres de l'Union européenne et également, bien sûr, par l'ensemble des États de l'Organisation des États Afrique, Caraïbes, Pacifique, qu'on appelle l'OEACP, et ratifié également par ces États membres de l'OEACP. Voilà, donc ça fait 2 ans pratiquement, ça va faire 2 ans en avril, que l'accord n'a pas été signé. L'accord de Cotonou, il n'y a pas de vide juridique parce que l'accord de Cotonou sa mise en œuvre a été prolongée depuis quelques années. Simplement, lors du dernier Conseil des ministres conjoint qui a eu lieu à l'automne à Bruxelles, les pays ACP ont dit qu'au-delà de la prochaine extension, qui court jusqu'au 30 juin 2023, ils ne souhaitaient pas prolonger cette extension justement de la mise en œuvre. Donc en gros, le défi actuel, c'est faire signer l'accord ou prendre une autre décision qui engendrait un grand chamboulement des relations UE-ACP. En tout cas, l'accord doit être signé avant la fin du mois de mars pour pouvoir être mis en œuvre avant qu'il y ait un vide juridique, justement. Ça, c'est la théorie. Donc, maintenant, je reviens sur le contenu de l'accord. Les éléments clés de l'accord. Donc, sur le fond, c'est un partenariat politique. Attendez, juste une petite seconde. C'est un partenariat politique qui rappelle les grands principes de la coopération entre l'Union européenne d'un côté et les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique qui sont membres de l'OEACP de l'autre. C'est un accord qui est régionalisé, mais c'est un accord qui n'est pas de continent à continent. C'est-à-dire que c'est un accord avec des États individuels. Donc, il y a un socle commun dans cet accord et 3, ce qu'on appelle des protocoles régionaux. Donc, 3 protocoles régionaux, un pour la Caraïbe, un pour l'Afrique et un pour le Pacifique.
Il y a j'ai oublié une phrase qui est restée en anglais. Par exemple, les protocoles régionaux permettent de décliner de façon un peu plus précise les objectifs et les priorités de coopération dans une zone. Par exemple, on notera qu'en Afrique, il y a un focus plus particulier sur les questions de paix et de sécurité, mais aussi sur les questions migratoires, alors que dans la Caraïbe et dans le Pacifique, il y a un focus bien plus prononcé sur les questions de résilience et d'adaptation au changement climatique, par exemple. Un point important de l'accord également, c'est la nécessité que l'accord post-Cotonou mette tout en œuvre pour être complémentaire et en cohérence avec d'autres accords que l'Union européenne a par ailleurs, d'autres accords régionaux. On pense notamment en Afrique avec l'accord au partenariat que l'Union européenne entretient avec l'Union africaine, sur lequel je vais revenir également dans 2 petites minutes. Voilà, donc ça c'est grosso modo sur le contenu de l'accord, un petit peu, de façon vraiment très grossière, quels sont les éléments clés. Maintenant, on va revenir sur 3 éléments. Donc d'abord sur le fait que c'est un accord politique, donc policy first. C'est l'approche renouvelée de la coopération et des relations internationales de l'Union européenne avec les pays partenaires, c'est de mettre en avant d'abord le principe des intérêts politiques. C'est-à-dire qu'on parle d'abord du cadre politique, on donne un cadre à la coopération, au partenariat, et après, on voit quels sont les moyens à mettre en œuvre. Donc, théoriquement, cet accord reflète ça. Il faut intégrer, j'aurais peut-être dû commencer par ça juste avant de vous mentionner ce petit point, ce que les analyses notamment de mes collègues de ICDPM ont montré, c'est qu'en fait, il fallait, après l'accord Cotonou, il fallait renouveler l'approche de l'Union européenne dans ses partenariats avec les pays partenaires et dépasser le système donateur-bénéficiaire qui était vraiment issu de la colonisation, qui n'était plus en accord avec les réalités qui répondait à une logique archaïque de la coopération. Donc, en ce sens, le fait que cet accord soit policy first et pose un cadre politique d'abord répond à cette première critique. Donc, on voit par exemple dans cet accord les principes communs entre l'Union européenne et les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, dont les droits de l'homme. C'est un élément important qui figurait déjà dans l'accord de Cotonou. Il y a l'article 96 de l'accord de Cotonou qui parlait des éléments essentiels et que si ces éléments essentiels de la coopération du partenariat n'étaient pas respectés, on avait mis en place un mécanisme de règlement pacifique des différends et cet article est toujours présent dans l'accord post-Cotonou. Donc ça, c'est plutôt positif, on conserve ce cadre. L'objectif, au-delà de ça, était de trouver un meilleur équilibre entre les intérêts de l'Union européenne et les intérêts des pays ACP. Donc là, on recentre un petit peu le partenariat. Ça aussi, c'est un élément positif. On s'éloigne aussi d'une vision donateur-bénéficiaire héritée du passé. Voilà. Deuxième temps, je ne sais pas si j'arrive à changer la slide, voilà, la diapo. Donc, cet accord permet de mettre en place un cadre de coopération entre l'Union européenne et 78 pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Quels sont les moyens de mise en œuvre? On les cite comme devant être efficaces et diversifiés. On fait référence au cadre, en fait, à la structure de l'agenda pour action d'Addis Abeba, qui est le cadre donné par l'ONU à partir de 2002 sur les questions de financement et de mise en œuvre de la coopération des questions de développement. Donc, on fait référence à la coopération internationale au développement, aux ressources publiques domestiques nationales, aux ressources privées nationales et internationales, et à la question de la dette. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet accord, il évoque les questions de la mise en œuvre, les moyens de la mise en œuvre,
mais il ne les règle pas. C'est-à-dire que on s'éloigne petit à petit. Ça reste vraiment un accord politique. Par exemple, la coopération internationale au développement ne fait plus partie de l'accord en tant que tel. L'accord de Cotonou prévoyait le cadre d'action du Fonds européen de développement. Le Fonds européen de développement en tant qu'instrument de financement de l'aide au développement. Et dans le nouveau cadre financier de l'Union européenne, il y a un nouvel instrument qui s'appelle Europe Global. En anglais, on dit NDICI, Neighborhood Development International Cooperation Instrument. Et c'est cet instrument-là qui va financer tous les programmes de coopération de l'Union européenne avec les pays partenaires, y inclus les pays ACP. Donc, on a vidé, entre guillemets, l'accord post-Cotonou de l'aide, de la question de l'aide. Elle ne fait plus partie de l'accord comme elle faisait partie de l'accord de Cotonou. Voilà, sur ce point-là. Et donc, le dernier point important aussi de cet accord, c'est qu'il présente la question des alliances globales et internationales. Et c'est là un petit peu ce qu'on pourrait appeler une des valeurs ajoutées de l'accord dans le cadre actuel de coopération de l'Union européenne avec ses pays partenaires. Parce qu'en fait, c'est un des nouveaux ajouts par rapport à l'accord de Cotonou, c'est de donner un cadre politique à une des alliances géopolitiques sur la scène internationale, sur la scène multilatérale, entre l'Union européenne et des pays comme des pays africains, caribéens et pacifiques, qui individuellement ou par région ne pèseraient pas autant dans les négociations internationales ou dans les forums internationaux que en s'alliant tous ensemble. C'est même une valeur ajoutée, même du côté des pays ACP comme de l'Union européenne, on y voit véritablement une valeur ajoutée. Alors, concrètement, ça donne lieu à quoi? Concrètement, ça donne lieu à des positions communes qui vont être défendues par exemple lors de la COP, de la conférence des parties soit sur la biodiversité en décembre à Montréal, soit sur le changement climatique en octobre-novembre en Égypte. Et à ce moment-là, des positions communes sont défendues entre l'Union européenne et les pays ACP. La question qui se pose, c'est, encore une fois, sur le papier, c'est très bien, mais dans la réalité, qu'est-ce qu'il en est vraiment de cette coopération politique sur la scène multilatérale? Voilà, en gros, quelques éléments de réflexion sur l'accord. Maintenant, pour terminer, je reviens sur l'absence de signature. Pour l'instant, l'accord n'est pas signé, il doit être signé par l'ensemble des États membres parce que c'est un accord mixte, c'est-à-dire que c'est un accord en fait qui engage l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne. Il y a un État qui bloque, c'est la Hongrie, parce qu'elle ne souhaite pas, parce que l'accord irait trop loin sur les questions migratoires, justement, alors qu'en fait, sur le fond, l'accord ne va pas plus loin que les engagements internationaux, enfin le partenariat pour les migrations des Nations Unies. Mais en tout état de cause, c'est plutôt un prétexte dans le cadre des relations entre l'Union européenne en général et la Hongrie. L'accord de Cotonou, le post-Cotonou, est un peu un dommage collatéral dans cette relation. Tant que la Hongrie bloque, l'ensemble l'accord ne pourra pas être signé. Donc, une des questions qui se pose, c'est voilà, que va-t-il se passer après le mois de juin? Est-ce qu'il y aura une nouvelle extension? Est-ce que cet accord va simplement ne pas être signé? Ou est-ce que d'ici là, l'accord va être signé, mais là encore
avec toutes les réserves mentionnées depuis tout à l'heure. Voilà. Voilà pour la présentation. Je serais ravie d'échanger avec vous sur ces sujets. Très bien. Merci beaucoup, Amandine. On va peut-être enlever le Oui. Ah, ok, non, mais on peut continuer encore. Non, j'avais oublié que j'avais mis une carte. Ah, ok, très bien, très bien. Alors, on va peut-être dans un premier temps demander à Jessica de réagir, et ensuite on passera la parole aux étudiants s'ils ont des questions, et ensuite on passera aux questions sur le Zoom s'il y en a. Ok. Donc, Jessica Bayron pour des premières remarques, premiers commentaires. Bonjour, Amandine, d'abord, et aussi à tout le monde. Et je suis très, très contente d'être ici ce matin et d'avoir cette conversation avec vous. Amandine, il y a beaucoup de temps, était une étudiante à l'UA et elle a fait le master et après, master 2, et après, elle est devenue une étudiante doctorale qui a produit un travail très impressionnant. Et j'étais très contente de faire partie de son travail et c'était un grand plaisir. Merci. À 7 ans à passer et aussi de voir comment votre carrière a progressé. Mais maintenant. Merci. Et félicitations et bonne chance. Et j'espère que ce n'est pas trop stressant parce que travailler sur le plan international, sur le plan global, aussi, c'est pas paisible. C'est pas de tout repos. Pas du tout. Maintenant, j'ai quelques remarques et des commentaires au sujet de le PCA, post-Cotonou et surtout la perspective de la Caraïbe. And perhaps I prefer to switch to English if everybody thinks they can follow me. Okay. Well, there is still a lot of uncertainty and a lot of vagueness about the post-Cotonou agreement. And it seems that that uncertainty exists in all 3 ACP regions and probably in the EU as well, because there is very little available on the most recent diplomatic positions, even though the agreement was signed by the chief negotiators such a long time ago, but there are no ratifications, there are no national adoptions. And of course, the atmosphere is very bad because Europe is completely distracted by the Russia-Ukraine conflict. And the ACP regions equally have many distractions. And while I think it is useful politically for Europe to have these 3 regional agreements, politically and strategically, the most important one will be the African one in terms of Europe's geopolitics. But for other reasons, global climate questions, and of course, the geopolitics of the Pacific and the geopolitics of each of the other regions, it is also important to have them. But the past relationship had very solid pillars and
processes supporting it, very solid institutions. And it is difficult at this point to see how those are going to be replicated and reproduced. I wanted to ask a couple questions make a couple of observations and ask questions. For the Caribbean, there are two things. On the one hand, the Caribbean region will always have a specific relationship with Europe, because Europe has territories in the Caribbean, and Europe will always be in the Caribbean because of France and the Netherlands. And despite Brexit, the UK, the funny thing is that the United Kingdom and the Europeans cooperate closely on security issues in the Caribbean. But at the same time, Europe speaks more and more of merging the Caribbean into the Euro-LAC, EU, Latin American Caribbean structures, in which Caribbean would become a small part of that relationship and that cooperation. So the Caribbean seems to be sort of midway between EU-LAC, strategic partnership, and also in the EU ACP post-Cotonou agreement, and trying to balance these two relationships and finding out where it stands in each one. That is one thing. I don't think either party has figured that out yet. That is the first thing. The second question I would ask is, or the observation is, that there is a lot of duplication in European Caribbean institutions. Since 2012, there has been a political and strategic partnership between the EU and the Caribbean ACP. That is around since 2012, and an agreement which was supposed to strengthen the political dialogue and consultation and so on. Second, the Caribbean is the only ACP region to have an economic partnership arrangement with the EU, which is in place, which continues until 2033, and which has become the most significant part of the relationship because it covers trade, it covers the trade flows. And there is a duplication of institutions. There are the EU ACP, there's the EU ACP parliamentary, there is a Caribbean ACP parliamentary organization, there is EU ACP Council of Ministers, there's a EPA Council of Ministers. There's a duplication of all these things, and because the APE covers material activities, the APE has become the most significant part of the relationship. In my view, I'm not sure if that's how you see it. Yeah, the contradiction is that with the APE, Europe's balance, there is now a significant surplus, trade surplus on the part of Europe, and the Caribbean's trade with Europe has in fact decreased substantially since in the last few years. That is mixed. The Dominican Republic has fared the best. They have done the most. They have been most active, and their trade with Europe has grown. And there are certain sectors in certain other countries, according to the evaluations that have been done. Every 5 years, there's an evaluation. But the overall picture is that the volume of trade of the Caribbean countries with Europe has diminished. It's a contradiction since the economic partnership arrangement came into being.
So that is the other thing. And the other thing is that because the development cooperation, the Caribbean countries, most are no longer eligible for development cooperation with Europe, much of that is going to stop. And so we are seeing the dismantling of CARIFORUM, the Secretariat of CARIFORUM. Those will disappear unless the Caribbean is going to finance them, because that arrangement is no longer in place. So the CARIFORUM Secretariat and Subsecretariat in the Dominican Republic no longer has financing from Europe, or will no longer. And the very useful organization, Caribbean Export Promotion Office in Barbados, will also lose its European support, financial support. Although it was very useful in both stimulating trade with Europe and also stimulating trade among European territories and other Caribbean countries in the region. But the funding, all the funding for CARIFORUM institutions it's not clear if there will be any continuation with the post-Cotonou arrangement, unless I am wrong, but that is my understanding at present. Now, the post-Cotonou agreement states that, well, we are now historical partners. It's a mature partnership and it's based on reciprocity. So what that means is very little funding. Well, substantial funding will have disappeared, although there is some funding, and there is particularly good cooperation on climate-related and disaster resilience building arrangements. But, well, nobody in Latin America and the Caribbean knows what NDC will really bring. Who are the partners in NDC, Global Europe? Who is going to contribute what? If you ask somebody in Chile, they don't know. If you ask somebody in Ecuador, they don't know. If you ask somebody in Barbados, they don't know. So the question, the means, les moyens, are still very uncertain. And right now, all the parties seem a bit too distracted to really devote attention to concretizing these elements. The other thing is that there's one more weakness in Caribbean-EU relations. We have a long historic arrangement, but within the region, the EU's relationship with different parts of the Caribbean, there's a lot of fragmentation. There is a very important historic agreement with Cuba that was concluded in 2017, but it's totally a bilateral agreement. So at the moment, it's not clear how Cuba can be more closely integrated into the political and economic regional agreement. That does not seem to have been explored very much yet. So there's a closed circuit cooperation between Cuba and the European Union. And then there have always been disjunctures between the Caribbean overseas territories and the OCTs and the Caribbean partners. With the French territories, for example, there isn't much trade flow within the economic partnership arrangement, largely because of the Octroi de Mer. And with Octroi de Mer, it does not make much financial sense for many of the Caribbean ACP countries to greatly expand their exports. So unfortunately, that is, one understands the reason for Octroi de Mer, but it has not facilitated APE trade flows within the Caribbean. All the British territories are now completely out of any communication with Europe, the Montserrat, Anguilla, Cayman,
British Virgin Islands, etc. So that means that is a new fragmentation because of Brexit. But it is another task for building Caribbean integration within this interregional agreement between Europe and the Caribbean. So these are just some of the things that I wondered if you wanted to comment on. The last thing, I think security, there is a security part of the Caribbean agreement. There is a lot of mention of building citizen security and reducing crime, improving criminal justice systems. Now, in the last development fund, which has come to an end, Haiti received 40% of the development finance for good reasons. Now, if there are security issues in the Caribbean, and the Haitian domestic situation is probably one of the most serious ones. So what is the position of the European Union? Is there a position? There seems to be some sort of developing conversation about regional approach, a regional approach that does not include the UN. Is there a European position on that? And it is impossible not to expect EU development finance continuing to Haiti because there is a lot of justification for that. I'll stop there. Merci beaucoup, Jessica, pour ces commentaires et ces questions qui sont directement adressées à Amandine. Alors, bien sûr, Amandine, tu peux commencer à y répondre et peut-être que dans le Zoom, il y a des gens qui aussi ont des points de vue sur tout ça. On ouvrira le débat après. Donc, Amandine, pour réagir aux réactions de Jessica. Ça marche. Thank you very much, Jessica. Maintenant, je ne sais plus si je parle en anglais ou en français. Merci beaucoup pour ces éléments-là. Il y avait plein d'autres éléments à mentionner au sujet des enjeux de l'accord et j'ai fait une sélection parce que la question, notamment ce que vous avez mentionné sur les duplications des institutions entre l'Union européenne et la Caraïbe, dans les relations UE-Caraïbes, il y a une problématique similaire en Afrique, puisque justement un des points qui fait débat, c'est quelle est l'utilité de l'accord ACP qui ne serait signé qu'avec une partie des pays africains, alors que on est en train d'essayer de construire, de consolider une relation avec l'Union africaine qui, elle, rassemble l'ensemble des États africains. Donc, alors, en termes de duplication, on a un sommet UE-Afrique, on a un sommet UE au ACPS, on a des assemblées parlementaires conjointes avec, comme vous l'avez dit, avec les ACP, mais aussi de façon régionale maintenant. En plus, il y a une assemblée parlementaire conjointe UE, assemblée parlementaire panafricaine. Enfin bref, une multiplication. Latine. Oui, mais exactement. Donc, et du Mercosur et donc une multiplication de ces institutions et de ces instances de décision. Et c'est la même chose dans le soutien aux organisations de la société civile, par exemple, parce que l'accord post-Cotonou prévoit la mise en place d'un nouveau mécanisme d'engagement avec la société civile. Et en parallèle, l'année dernière, il y a eu le sommet Union africaine en février, il y a 1 an exactement, à Bruxelles. Et dans ce contexte-là, on a aussi demandé à la société civile africaine et européenne
de proposer la mise en place d'un mécanisme d'engagement avec la société civile. Sachant que l'Union africaine a déjà son propre mécanisme, l'Union européenne a déjà son propre mécanisme, donc ça, on multiplie de tous les côtés, enfin, ça devient assez peu lisible d'une certaine façon. Et pour la gouvernance, ça sera un problème. Mais tout à fait, oui, oui, tout à fait. Et oui, oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs un petit peu aussi enfin, ça révèle aussi la question de l'intérêt. Enfin, quand on connaît l'éparpillement des structures institutionnelles, ça veut aussi dire qu'on ne donne pas beaucoup de force à l'organisation ou au partenariat en tant que tel, puisque l'éparpillement de la décision fait qu'au final, la décision n'est pas super assertive. Donc ça, c'est une chose. C'est intéressant ce que vous disiez sur le démantèlement du Carry Forum et de Caribbean Export Office. C'est une décision commune ou comment ça m'intéresse en fait de savoir comment ça se met en place. C'est mon impression et je dois faire un peu plus de recherche, mais j'ai vu écrit qu'il n'y aura plus de financement pour le Carry Forum. Oui, ok. Très bien. Mais c'est vraiment intéressant cette question parce que c'est la question qui se pose à mon avis sur les organismes, les institutions qui ont été créées et le secrétariat aussi de l'OACP. Savoir ce qu'il adviendra. Hier, je crois, lors d'un conseil européen, le président Macron a répondu à une question sur le post-Cotonou en disant justement que cet accord était un peu dépassé et qu'il y a une conférence en juin en France qui va justement essayer de réfléchir à comment relancer réfléchir à comment moderniser les relations entre le Nord et le Sud. Alors, ça contredit ce que disait la présidente de la commission en novembre, qui s'engageait justement à faire signer l'accord, etc. Ça contredit aussi les efforts de la Suède, qui est actuellement qui a la présidence du Conseil de l'Union européenne pendant 6 mois et qui s'est engagée à faire avancer la signature de l'accord. Mais il y a effectivement plein d'incertitudes, comme vous le mentionnez. Et le point de vue caribéen m'intéresse beaucoup parce qu'effectivement, on avait suivi ensemble les négociations du premier APE, qui était un peu vécu comme un laboratoire expérimental et qui est toujours en fait le seul, comme vous l'avez mentionné, le seul qui soit vraiment en place, vraiment mis en place. Les autres ne sont mis en place mis en œuvre que de façon provisoire et partielle. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Il y a quelques jours, on s'intéresse aussi au sommet Union européenne LAC, Latin American Caribbean, qui aura lieu en fin d'année. Et c'est intéressant effectivement de voir. Oui. Oui, le sommet, oui. Et justement, ce que vous disiez, c'était intéressant de voir que du côté de l'Union européenne, on essaie de trouver une place pour la Caraïbe dans le cadre de ce partenariat, mais ça reste un partenariat politique, ça reste un partenariat stratégique qui est vidé de coopération. Et là, du coup, j'en viens au NDICI, le Global Europe. A priori, il va fonctionner différemment, il fonctionnera différemment. Bien sûr, c'est un instrument qui ne va pas fonctionner comme le FED parce que le Fonds européen de développement était un fonds intergouvernemental, donc avec hors du budget de l'Union européenne. C'était vraiment une approche
très différente de l'approche du nouvel instrument que le nouvel instrument essaie de mettre en place. Alors effectivement, il y a des incertitudes, mais il y a des programmes qui ont déjà été initiés, qui ont déjà été adoptés pour cette année, pour le financement de la coopération entre 2021 et 2027. Il y a des programmes à la fois régionaux, mais là j'ai vu que pour la Caraïbe, c'était pas un programme Caraïbe, c'était un programme Americas and the Caribbean. Donc voilà, ça englobe l'ensemble. C'est Amérique centrale, Amérique latine et Caraïbes. Mais par contre, il y a des programmes aussi nationaux. Donc là, pour la sécurité, ce que vous disiez sur la sécurité, je devrais me renseigner, je le ferai avec plaisir, ça c'est une question intéressante. Je ne sais pas s'il y a une approche européenne sur la sécurité pour la Caraïbe, mais il faudrait juste regarder dans le programme régional Amérique latine, centrale et Caraïbes pour voir si au moins il y a une partie plus ciblée sur la Caraïbe. Mais sinon, par contre, il y a des MIP, Multi-Annual Indicative Programs, pour différents pays. Il faudrait que je regarde, mais je crois qu'il y a presque tous les pays de la Caraïbe. Non, peut-être pas. Mais il faudrait juste que je regarde exactement quel pays de la Caraïbe a un programme. Mais ça veut dire qu'il y a des financements. Comment? Ce qui est intéressant à examiner, le cas haïtien, ce qui est intéressant à examiner ce contexte. Le Oui. contexte, c'est ça. Oui, absolument. Et il y a un programme pluriannuel pour Haïti. Simplement, là, je vois qu'il y a 3 priorités qui ont été pour Haïti. Il y a 3 priorités pour 2021-2024, avec 120 millions d'euros qui ont été alloués pour ces 4 années. C'est une priorité sur la gouvernance économique, financière et démocratique, une priorité sur le développement des ressources humaines, et une priorité, donc y compris dans le domaine de l'éducation et de la protection sociale. Et la 3e priorité, c'est la Productive and Resilient Territories, des territoires résilients et productifs. Donc ça concerne à la fois le changement climatique, le système agri-food system, agriculture et alimentation, agroalimentaire, voilà, et les risques économiques. Mais c'est très large, ces 3 priorités sont très très larges, elles englobent beaucoup de choses, et 120 millions d'euros sur 4 ans, c'est au final pas forcément beaucoup. Et là, on touche à une autre question, qui est aussi une question qui m'intéresse beaucoup, c'est les moyens de la coopération, comment ces 120 millions vont être dépensés, de quelle façon, parce que souvent le plus facile, entre guillemets, pour les délégations de l'Union européenne, mais pour des raisons variées, hein, c'est qu'elles n'ont souvent pas assez de personnel pour faire des petits projets, etc. Enfin bref, beaucoup de raisons. Pour faire aussi des économies d'échelle, tout simplement, on préfère l'aide budgétaire. Donc l'aide budgétaire, c'est soutenir les caisses de l'État, enfin soutenir un État financièrement en faisant soit une aide budgétaire globale, soit une aide budgétaire par secteur. Et en échange, il y a une policy matrix qui demande, qui encadre en fait ces contrats de soutien budgétaire. Et ça veut dire, ça implique pour l'État partenaire de faire des réformes, de s'engager à faire des réformes sur tel point. Mais on sait aussi que c'est pas forcément le plus efficace en termes de changement, en termes de promotion du changement, et aussi qu'il y a des risques en termes de corruption. Donc c'était un peu compliqué Enfin, c'est un autre débat qui ne concerne pas forcément l'accord ACP, mais qui est aussi tout aussi intéressant. Voilà. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par les étudiants avant de passer la parole à Jessica. Est-ce que vous avez des questions, des remarques dans la salle? Peut-être qu'on est parti dans des considérations un peu peut-être techniques pour vous. Est-ce que vous souhaitez avoir des réponses à des questions qui vous intéressent plus directement? C'est des questions, Nourine? Des remarques? Personne? Vous écoutez? Très bien. Alors, on va peut-être voir sur le Zoom
J'ai vu qu'il y avait des collègues de la Martinique qui étaient branchés. J'ai vu qu'il y avait Daniel Pérotte, il y avait Karine Galli et d'autres personnes. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques du côté du Zoom? Allô, Oui, c'est Daniel Pérotte. Daniel Pérotte. Ah, Daniel. Bonjour Daniel, tu as la parole. Bonjour aux personnes que je n'ai pas déjà saluées. Bien contente de revoir Jessica Bonjour, Daniel. après presque 10 ans en Martinique. Bien, personnellement, je m'intéresse peut-être plus particulièrement aux organisations régionales et à la coopération régionale, par exemple dans la Caraïbe. Je me posais certaines questions et en étudiant le protocole Caraïbe, d'ailleurs, je signale que dans le texte diffusé par la Commission en langue française, il y a une énorme faute de dactylographie. L'OECS, l'OECO devient l'OEACP. Donc, dans le texte en anglais, c'est correct, mais dans le texte en français, c'est tout à fait… dans la communication, j'ai oublié le numéro, je ne l'ai pas en tête. Voilà. Donc, concernant les organisations régionales, d'abord, avant de parler organisation elle-même, dans le protocole Caraïbe, il est souvent question de la Caraïbe au sens large. Alors, mes collègues de Rennes me demandaient qu'est-ce que c'est que la Caraïbe au sens large. On va quand même pas aller jusqu'au Mexique, etc., etc. Et manifestement, enfin, à mon interprétation, c'est qu'il y a des allusions à l'Association des États de la Caraïbe, même si ce n'est pas une organisation, à la Convention de Carthagène sur la protection de la mer des Caraïbes. L'expression mer des Caraïbes figure aussi 2 fois dans le protocole Caraïbe. Et par ailleurs, bon, la Caraïbe au sens large, et c'est une question qui ne sera résolue que par les préférences politiques à un moment donné ou à un autre. Par ailleurs, on voyait que à ces organisations régionales, les régions ultramarines intégrées, c'est-à-dire les régions ultrapériphériques, ont tenté et parfois réussi à être associées, comme à l'association, comme à l'Organisation des États de la Caraïbe de l'Est. Et je me suis demandé, et là peut-être Jessica a des lumières, ou vous, Madame Sabourin, je me suis demandé si indirectement, à condition que la volonté politique y soit, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, alors qu'il y a par exemple Montserrat qui était un PTOM à Nucote et qui est État fondateur de l'OECS, est-ce qu'il n'y a pas des moyens par le biais de ces organisations régionales, de faire coopérer à l'Union européenne, surtout que dans le protocole Caraïbes, il est bien question des régions ultrapériphériques, des citoyens de l'Union européenne aussi, s'il n'y aurait pas un moyen de faire coopérer l'Union européenne avec ses anciens associés PTOM sous souveraineté britannique. Voilà quelques éléments en vrac. Merci. Merci Daniel. Qui veut réagir? Est-ce que Jessica veut commencer ou Amandine d'abord peut-être? Amandine? Oui. Oui. Non, mais je regardais justement ce matin le texte par rapport ce que disait le texte du nouvel accord sur les organisations, sur la PTOM, OCTs et Outermost Regions. Il reprend pratiquement les mêmes termes que l'accord de Cotonou sur
encourager, sur le fait qu'il faut encourager la coopération régionale avec les territoires européens, autonomous regions, enfin les régions ultra-périphériques et les pays et territoires d'outre-mer. Donc ça, sur le fond, c'est ça. Après, la question que vous posez, Daniel, est très bonne. Enfin, savoir quel est le statut. C'est vrai que la situation post-Brexit pose des questions. Jessica, vous en avez abordé quelques points, mais effectivement, la question de savoir quel est le statut maintenant ou comment la coopération va se faire depuis Montserrat. Je dirais spontanément par le biais de l'OSCS, justement, peut-être. Dans le cadre de l'OSCS, ça me paraît le plus pragmatique dans un premier temps, puisqu'effectivement, il n'y a plus de statut de PTOM. Il faudrait se pencher sur la question plus précisément, mais c'est une très, très bonne question. Ouais. Et sinon, j'avais une... Oui, pardon, allez-y. Non, allez-y. Vas-y, termine ton intervention. Non, c'était une autre question. Donc, Daniel. Jessica va intervenir, oui, pour donner son point de vue, oui. I would agree with Amandine. In fact, both the CARICOM and the OECS have concluded that the only possibility for the British territories to continue participating in European cooperation is via the regional organizations in which they are associate or full members. Montserrat is a full member in the OECS and in CARICOM. The others are associate members. And what we have seen, one of the things that has happened post-Brexit is that there's a much greater interest on the part of British territories to belong to all regional organizations, including the ACS, because it is their only way to have a voice and to participate in regional projects with Europe. And Europe has always been one of the largest funders of and supporters of regionalism and regional development. But the projects would have to be designed in such a way that they can go beyond the signatories of the Caribbean Regional Protocol. They would have to be designed, it would have to be a project where CARICOM is the what you call it, the main stakeholder. Exactly, or the OECS or the ACS. I think the European Union cooperates a bit more with the ACS now than before. And I think it is envisaged that particularly for projects on the environment, the natural environment on the Caribbean Sea, on for climate resilience building, that these will be the most feasible areas of cooperation. But like much else with NDC, c'est flou, c'est encore assez flou. But one thing I would say, there is much rhetoric about our historical relationships and the fact that Latin America and the Caribbean are Europe's oldest partners, one of the oldest. But on the other hand, excuse me, on the other hand, in terms of international partnerships, the United States and China are well ahead of Europe in terms of trade flows in trade flows in particular with Latin America and the Caribbean. Europe is in third place. In spite of the economic partnership agreements. Historic. Yes, in spite of the partnership agreements and in spite of malgré les partenariats historiques, les valeurs partagées, tout ça. Très bien. Oui, mais oui. Juste pour compléter ça et pour aller plus loin un petit peu dans la réflexion, pour essayer de comprendre pourquoi aussi, parce que
la logique des États-Unis et de la Chine est différente de celle de l'Union européenne. Parce que la logique de l'Union européenne se veut désintéressée, mais en fait, elle est totalement interest-driven et elle est en fin de compte, elle a, comment dire, elle ne cherche pas à s'adapter à l'existant. La preuve, on a créé le CARIFORUM parce qu'il fallait inclure la République dominicaine au lieu de trouver une autre... ça ne correspondait pas au projet original d'intégration régionale de la Caraïbe. Enfin, c'est ça ce que je veux dire. Alors que les États-Unis et la Chine, mais peut-être que j'ai une mauvaise lecture, mais les États-Unis et la Chine s'adaptent plus facilement à l'environnement. Et c'est de match de interest, non? Enfin, je ne sais pas. C'est une question. Peut-être qu'on peut dire que la Chine adapte aux conditions et aux possibilités. Pour les États-Unis, c'est nous qui devons nous adapter à leurs priorités. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Okay. Ouais. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le Zoom, d'autres personnes qui voudraient intervenir? Excuse-moi, Fred. Oui. Daniel Perrault, je voulais dire que dans l'organigramme de la Commission européenne, la question des Caraïbes et de l'Amérique latine sont dans la même direction de la DG Partenariat, mais lorsqu'il y a un gros mémorandum ou un gros document sorti par la Commission sur la coopération avec les pays de ce continent, si j'ose dire, sauf les États-Unis d'Amérique et le Canada, il y a une Latin American Window et une Caribbean Window, c'est-à-dire des chapitres quand même relativement distincts dans le mémorandum qui traite des relations en général Caraïbes-Amérique latine. Voilà. D'accord. Merci, Daniel. Ça n'est plus comme autrefois, quand il y avait la DG... DEFCO. OK. Oh non, mais même avant, madame. Même avant, la DG8 était au 9e étage, etc. C'était Afrique, Caraïbes, Pacifique était bien tous en même temps. Et Amérique latine, Asie, c'était ailleurs. C'était la DG1, les relations extérieures. Oui, Jessica voulait juste ajouter quelques éléments. Jessica, oui. Yeah, I just wanted to say that what I think will happen, and this is not new for the European Union. The European Union has always used regionalism. Has not always, but for many years has used interregionalism, building interregional partnerships as part of its global diplomacy, especially where human development is concerned. That has been a calling card of the European Union. And I have the European Union has in the past often contributed to the redesigning of Caribbean regionalism. Very much so with the creation of the CARIFORUM. The European Union has, as Europe's Caribbean interests have widened, it has led to the creation of new regional institutions and activities in the Caribbean. And I believe that we are at another critical juncture. The new accord depends on how it is used. It's going to depend a lot on people's initiatives. It can lead to greater incorporation of Cuba in the Caribbean space. It can lead to, again, refashioning the relationship with the Caribbean, European overseas territories. It can lead to a greater presence of Caribbean overseas territories in Caribbean regional organizations.
But it's not, none of this is going to happen automatically. It's going to depend on people's strategic repositioning in relation to the changed environment. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le Zoom? Il y a une question, une main levée. Je sais Oui, pas main si tu la levée. vois. C'est Gregorio Bianchini. Gregorio Bianchini. Ah, Gregorio. Gregorio Bianchini, qui est lui aussi un ancien du master, qui a Ok. fait une thèse avec nous et qui est en poste pour le moment en Martinique. Alors, Gregorio Bianchini a la parole. On ne l'entend pas. Il est où? Il avait la main levée et je crois qu'il y a des problèmes de Un connexion. problème de connexion, oui, je crois. Il a Appelle. écrit, Oui, Gregorio. Ah, mais je le mets. Oui, oui, Gregorio. Bonjour à tous. Je m'excuse, je transmets le message de mon téléphone, mais je ne peux pas accéder avec le Zoom. Problème technique. OK. Mhm. Donc, une remarque. Je pense que l'Union européenne, dans sa politique caribéenne, aussi une incohérence. Ce que je veux dire, c'est que le fait que c'était un de statuts différents, de les avoir légitimés avec une action à plusieurs vitesses, contribuer en quelque sorte à fragiliser une confiance qui avait été concrétisée avec l'accord de partenariat économique. Et je pense que l'Union européenne est un objet qui doit être étudié justement au prisme de cette incohérence et des luttes intestines qui la composent. Lorsqu'on parle de politique intérieure, parlons par exemple de la problématique des frontières de l'Union européenne, jamais résolue. L'apparente aussi présence dans l'action en faveur de l'Ukraine. Aujourd'hui, par Agnès et finalement témoignent les points de vue divergents de chaque pays. La position de l'Allemagne qui souhaite refuser l'envoi des chars Léopard 2. Je pense qu'il y a une véritable fracture qui se dessine à la fois dans la politique intérieure de l'Union européenne et sa politique extérieure, des affaires étrangères. Et je pense qu'on est non seulement un moment de rupture dans la relation Union européenne et l'UNCP, mais aussi dans une position de rupture au sein de l'Union européenne elle-même. Donc, merci. Une vision assez pessimiste à la fois des relations en interne, mais également dans les relations entre l'Union et les pays ACP. Est-ce que c'est la position d'Amandine? J'ai pas très bien entendu parce que ça a grésillé beaucoup. Est-ce Oui, que tu peux résumer un tout petit peu rapidement, Gregorio pense Désolée. que la politique européenne, elle est marquée par de l'incohérence, à la fois en interne, dans les politiques internes de l'Union, mais également dans ses relations avec les pays ACP. Il a pris des exemples contemporains, la guerre, etc., des relations, la position d'Allemagne vis-à-vis de la guerre, mais s'interroge également sur cette incohérence par la multiplication de statuts européens, notamment dans la Caraïbe, le fait qu'il y ait plusieurs statuts de territoire. Est-ce que ce n'est pas une manière de fragmenter, de fragiliser cette intervention européenne? Est-ce qu'il n'y a pas à revoir aussi donc, la conception même de la politique européenne compte tenu de cette fragmentation, cette incohérence, pour reprendre le mot qu'il utilise? Merci beaucoup pour la question et pour résumer également. Alors, c'est intéressant parce que la Caraïbe,
la Caraïbe concentre un tout petit peu l'ensemble des statuts possibles vis-à-vis de l'Union européenne, entre les régions ultra-périphériques, les OCTs, enfin, les PTOM, et les pays ACP, les non-pays ACP. Et il manque juste les régions de plein droit, c'est tout. Mais enfin, les régions de pas d'outre-mer. Mais sinon, c'est vrai que ça concentre un tout petit peu les particularités, les exceptions aussi, ou en tous les cas les particularités qu'on a voulu reconnaître au sein de la politique régionale, en tout cas, mais aussi au sein de la politique étrangère. Après, je prendrai pas, enfin, je généraliserai pas à partir du cas de la Caraïbe sur la volonté de fragmenter l'intervention européenne. Je pense qu'au contraire, c'était plutôt... faut bien se rappeler le fondement de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est les États membres, en fin de compte. Et donc, les États membres, avec toute leur diversité et tout leur construit historique et social et sociaux différents, qui conduisent aussi à la volonté d'avoir des territoires d'avoir des statuts particuliers pour permettre à leur territoire d'avoir telle ou telle relation avec l'Union européenne. Après, les territoires ont un certain degré d'autonomie, je ne rentrerai pas là-dedans. mais en tout cas, oui, voilà, je pense que beaucoup des positions, enfin l'essentiel pratiquement des positions européennes reflètent la diversité intrinsèque qui existe entre les États membres. Alors, ça conduit à ne pas signer un accord post-Cotonou parce qu'un État membre n'est pas d'accord. Ça conduit, dans d'autres circonstances, à ne pas défendre les questions de genre parce qu'on n'est pas certain d'être d'accord avec... en gros, les incohérences qu'on connaît au sein de l'Union, enfin, pas les incohérences, les diversités politiques qui existent entre les États membres, entre la Pologne, la Hongrie d'un côté, la Bulgarie également sur les questions de genre, et puis l'Espagne, la France, l'Allemagne, par exemple, de l'autre. Si on reste sur ces questions de genre, c'est un bon exemple parce que d'un côté, on a 3 États qui sont opposés ou qui sont sceptiques sur les questions d'égalité des genres, etc., et LGBT. Et de l'autre, on a des États pour qui c'est inclus dans les fondamentaux, dans les principes fondamentaux et les libertés fondamentales. Donc, cette diversité interne à l'Union européenne, elle est nécessairement reflétée dans ces échanges avec les pays partenaires. J'avais une discussion intéressante avec une membre du Parlement européen qui fait partie de l'Assemblée parlementaire conjointe ACP-UE. Et j'ai oublié où était la dernière... Enfin bref, lors de la dernière Assemblée parlementaire conjointe en octobre, justement, elle racontait qu'il y avait beaucoup de députés européens d'extrême droite et que ces députés d'extrême droite n'étaient pas forcément les plus en désaccord avec certains États africains qui disaient qu'ils étaient contre l'article 10 sur l'égalité des genres, l'article 10 de l'accord post-Cotonou, et qu'ils auraient du mal à faire ratifier cet accord dans leur pays parce que justement ça encourage le mariage homosexuel, alors qu'en fait c'est même pas écrit dans les textes, mais voilà, donc on est sur j'appellerais pas ça de l'incohérence, mais juste on fait vivre la démocratie en interne et elle est reflétée nécessairement dans les débats qu'on a avec les pays partenaires. Et d'ailleurs, c'est un point sur lequel j'avais prévu de dire quelques mots, mais je ne l'ai pas fait. Mais effectivement, les résistances à l'accord, elles sont au sein de l'Union européenne. Donc, on a parlé de la Hongrie, mais elles se font aussi connaître du côté des ACP. Il y a par exemple l'Afrique du Sud qui a quitté l'Organisation des États ACP à l'automne.
Donc, ça fait beaucoup parler parce que on se demandait si c'était vraiment le début de la fin de l'organisation, parce que c'est quand même un gros État membre de l'OSCP. Mais il y a aussi, par exemple, l'Ouganda qui dit lors de l'Assemblée parlementaire, je ne sais pas si je pourrais faire ratifier l'accord parce que ça va un peu trop loin sur les questions de genre, d'égalité des genres. Et puis, de l'autre côté, on a des pays comme le Sri Lanka ou la Malaisie qui souhaitent rejoindre l'accord et l'organisation ACP. Donc, on a un petit peu tout le temps... on est en présence de forces opposées, en fait, des dynamiques opposées. En tout cas, cet accord fait parler de lui, ça c'est sûr. Juste un petit mot sur la guerre. Et effectivement, c'est un point important dans les relations, notamment entre l'Afrique et l'Union européenne. Et ça pourrait être intéressant pour moi d'écouter si ça fait sens. Ce que les pays caribéens en ont pensé, mais enfin ce que vous en savez en tout cas, mais entre la question de la guerre et puis la question du Covid aussi avant, mais la question de la guerre particulièrement a révélé une chose, c'est que pendant longtemps, on a pris du côté européen le soutien de l'Afrique sur les questions multilatérales comme acquis, granted. Mais en fait, non. Et ça a été un petit peu le fait que la réponse africaine à la guerre russe, elle a été de façon générale, il y a une condamnation générale de l'agression russe en Ukraine parce que notamment l'intégrité territoriale fait partie des principes fondamentaux et de l'acte constitutif de l'Union africaine, par exemple. Mais dans le vote aux Nations Unies, etc., il y a eu l'abstention et le vote contre de certains pays qui ont fait réaliser que le soutien africain n'était pas automatique vis-à-vis de l'Europe. Et ça change la donne et ça rééquilibre un petit peu les forces, peut-être, parce que ça permet de repenser aussi, de se faire interroger sur comment mettre en accord l'importance géostratégique de l'Afrique pour l'Europe avec la nouvelle dimension, les nouveaux enjeux géopolitiques. Alors, Voilà. précisément sur l'Afrique, c'est peut-être le moment de poser une question en relation avec les turbulences qu'on a encore aujourd'hui en Afrique francophone et la volonté de certains pays de revoir les relations de ces pays avec la France. Alors, est-ce que, par exemple, l'attitude du Mali, du Burkina Faso vis-à-vis de la France, est-ce que ça a des répercussions inévitables sur le rapport de l'Europe à l'Afrique? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des éléments qui donnent à penser que ces changements qu'on voit au niveau du Mali et de Faso, ces changements auront des effets sur les relations entre l'Union et les pays africains? C'est pour moi. Oui, ça contribue à à l'ambiance générale dont Jessica a parlé au tout début de son intervention, c'est-à-dire l'ambiance générale qui n'est pas forcément très, très positive ni vis-à-vis de l'accord, ni vis-à-vis des relations. Après, je pense que c'est surtout je ne suis pas la plus grande spécialiste du Sahel, mais ce qu'on observe, c'est, d'une part, il y a une stratégie européenne pour le Sahel. Et cette stratégie, elle est basée sur la volonté d'allier les questions humanitaires, une réflexion, accompagner sur les questions sécuritaires également, bien sûr, et de continuer à aider à soutenir le développement. C'est ces trois aspects qui sont importants. C'est la priorité et que la France soit appelée à quitter le Mali et le Burkina Faso n'a pas forcément une incidence directe sur
sur l'action, enfin en tous les cas sur l'engagement politique de l'Union européenne, mais par contre, de fait, les conditions sécuritaires imposent de ne pas mettre en œuvre les programmes, par exemple. Sur l'aspect coopération et aide au développement, stricto sensu. Les activités, enfin les opérations de coopération sont en suspens, à la fois côté français et côté européen également. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent potentiellement pour aider sur ces aspects-là, mais qu'on en est au stade de politique où on discute et où on essaie de faire avancer le cadre de coopération, le cadre politique, parce que on estime qu'on n'est pas en mesure de coopérer pour l'instant. Jessica, oui. Deux petites observations sur la coopération interparlementaire. I have had the experience twice in the last couple of years of being invited to speak in Suriname at the ACP, EU ACP regional parliament gathering in 2019. And I was asked to make a presentation on political and security developments in the Caribbean. It was very interesting because I became aware of there are a lot of different perceptions of, well, the main difference was about Venezuela and about the political situation in Venezuela in 2019, at that time, and the position of several European parliamentarians who were a lot more to the right than they couldn't understand Caribbean perceptions. The Caribbean position on Venezuela was that the Venezuelans, this is a situation where the parties within Venezuela have to come to a political understanding. And the Caribbean position was that we condemn the use of force and we condemn external intervention in the Venezuelan political situation, and that condemned sanctions. The Caribbean was against economic sanctions because they felt that it would impact primarily on the Venezuelan population, which is, of course, what has happened. And that the Caribbean was not, most Caribbean delegates were not in favor of breaking off all communication with the Venezuelan government because they felt that that would be negative, that in fact that would lead to, that would worsen the situation inside, and that Caribbean countries should continue dialogue and cooperation where possible with Venezuela. But there was quite a bit of discussion and division on this with some parts of the European Parliament, some parts of the European parliamentary delegation. Which was interesting, and it was there were several security issues in the region which were viewed quite differently from the European Union side and the regional side. But of course, what is important in an interparliamentary exchange is that people become aware of different perspectives, and that they can talk about them and understand each other's side. That is what it is about. It's not about speaking with one voice, except when it's on overall principles where that may be important. Now, with the last year, well, a year ago, European delegations in the Caribbean were extremely active in having dialogue, consulting with Caribbean governments on their position towards
the war in Ukraine. And they were very, very anxious, Europeans and of course the United States, that the Caribbean should speak with one voice and should say the same thing that NATO was saying. Caribbean countries, the CARICOM, condemned the aggression, condemned the war, but CARICOM did not want to say exactly the same thing as either Europe or they went along with the general principles, but they were not willing to go quite as far. And of course, there were quite a few complications within the Caribbean caused by sanctions. The areas where there were Russian investments and how countries, Jamaica, for example, the Jamaican bauxite sector has had, I'm not sure what the situation is now, considerable Russian investment in the sector. The Jamaican government was trying to find a solution for the industry not to collapse because of the trade with Russia, with this Russian firm of the bauxite extracts and so on. So there were complications. There were also complications in the tourism sector, especially for the Dominican Republic and Cuba, both of whom had very large numbers of tourists from Ukraine and from Russia. And in the Dominican Republic, they had to finance housing for stranded tourists for several weeks, in fact, until a solution was found. So, so different regions experience global situations differently. And while there is exchange and there are common positions that are forged where possible, there is not an automatic consensus on everything. With the OACPS, I was asked in 2020 to present a perspective on regional cooperation, particularly in security matters in the Caribbean. And my impression of those conversations in the ACP parliamentary consultation is that, first of all, the Caribbean situation is so different from the situations of region and the challenges being experienced in regional groupings in Africa, of course, West Africa, Central Africa, and so on. And we are miles apart. At the same time, the CARICOM countries have worked very hard to build the OACPS. Relations are perhaps strongest with the East African countries like Kenya, and with Southern Africa, and some West African countries like Ghana. But it's stronger with some countries than others, but there has been considerable cooperation with the African Union on things like participating in joint public health initiatives, medications, access to vaccines, things like that. So they still see scope for Caribbean African cooperation to continue within the OACPS, and they're still working to build that. Très bien. Merci pour ce commentaire. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des commentaires sur le Zoom? Oui, peut-être ou dans la salle, bien sûr. Les étudiants, ils ont la possibilité en permanence d'intervenir, ils le savent. Donc, pas de questions? Toujours pas? Oui? Non?
Je sens que Théo a quelque chose à dire. Non, ah bon. Au moins, comment dire? Oui, Oui, c'est Jean-Marie Nankin. oui. Ouais. Ce sont des relations doubles. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et par exemple, le retour de la Hongrie, est-ce qu'il peut Henri. Alors, je ne sais pas si tu as entendu, Amandine. Non, tu n'as pas entendu. Alors, Jean-Marie Nankin disait, pour reprendre un peu ce qui avait déjà été dit sur les incertitudes, il dit effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes. Quand on prend le cas de la Hongrie, il se demande comment justifier, comment expliquer cette position de la Hongrie. Sur la question, la question de la migration, sur la question également des relations du gender, enfin, du genre aussi, bien sûr. Donc, je pense que la question, elle renvoie à la migration, mais aussi à la question du genre. C'est une question de politique interne. Le gouvernement qui est à la tête, c'est le gouvernement d'Orban, du président Orban, qui est un gouvernement d'extrême droite, qui est défavorable à l'avortement, qui aussi pose des menaces en termes qui menace la liberté de la presse également, qui est contre les migrations, parce que la question de la migration, c'est une question idéologique, en fait, j'ai même du mal à la formuler, mais dit que tout simplement les migrants ne sont pas bienvenus dans le pays, etc. Donc voilà, et les questions de genre, alors les questions d'égalité des genres, le principal problème de la Hongrie, c'est effectivement donc l'avortement, mais c'est aussi toutes la question des LGBT QI, voilà, qui sont des questions combattues par l'extrême droite dans la majorité des pays européens, sauf qu'actuellement en Hongrie, c'est eux qui sont au pouvoir. La même chose, c'est à peu près la même chose en Pologne. Voilà, et apparemment, ça commence à être problématique aussi pour le gouvernement bulgare, et le gouvernement qui est en place en Italie, qui vient d'être élu, avec la première ministre dont j'ai oublié le nom, dont le nom m'échappe actuellement, mais c'est la même problématique. Donc, c'est une tendance en Europe, puis pas que en Europe, aux États-Unis aussi, avec Trump il y a quelques années, d'avoir des gouvernements, que les populations se tournent de plus en plus pendant les élections vers des gouvernements d'extrême droite. Donc et qui portent ces problématiques de façon négative. Voilà. Après, juste sur le lien entre la Hongrie et l'accord de Cotonou, il y a une opposition systématique, effectivement, sur les questions de migration, mais ça intervient dans un cadre plus large où les relations, où l'Union européenne a mis en place depuis quelques années, depuis justement que la Hongrie menace la liberté de la presse, notamment, la liberté de réunion, etc., un certain nombre de droits et libertés fondamentaux, la Commission européenne, l'Union européenne a mis en place des sanctions internes, une conditionnalité interne qui dit que vous aurez l'argent de la politique régionale si vous comply, si vous mettez en œuvre de façon juste l'état de droit, s'il n'y a pas de brèche de l'état de droit et de la démocratie et d'entrave aux droits de l'homme, aux droits humains et aux libertés fondamentales. Donc, dans ce contexte-là, la Hongrie alors, on ne dit pas puni, c'est pas un enfant. Excusez-moi, j'ai plus les mots qui me viennent.
La Hongrie voilà, est suspendue, n'a pas tout est sanctionnée, voilà, est sanctionnée. Et donc, sa réponse est de dire non à la signature de l'accord de Cotonou. Il n'y a pas que ça, mais il y a entre autres, post-Cotonou, mais il y a entre autres ça. Voilà, pour replacer un petit peu dans le contexte plus large. Ça va, Jean-Marie? Très bien. D'autres questions, d'autres remarques? Et si possible, est-ce que vous m'entendez? Ah oui. Ah, super, ça fonctionne. Je peux même essayer de mettre la caméra si ça fonctionne. Ah, oh, super. Super moderne. Oh, bonjour à tous. Vraiment, Madame Bayron aussi, bonjour. Merci pour vos interventions. C'est toujours instructif de vous avoir. Donc, juste pour répondre, déjà, ma première ministre, c'est Giorgia Meloni. Je sais que c'est pas particulièrement flatteur, mais bon, je reviens là-dessus quand même. Mais permettez-moi d'insister encore une fois sur mon point de vue. Ce que je pense, c'est que ces réponses, finalement, même caricaturales de l'extrême droite européenne, arrivent aussi en réaction du fait que le système de l'Union européenne devient de plus en plus faragineux, difficile. Les négociations, finalement, ne sont plus perçues au fil du temps comme justes de la part d'énormément d'États membres. Et ça pose énormément de problèmes, même à l'intérieur de la politique intérieure européenne dans son ensemble. Si on cite, par exemple, le cas désormais célèbre de la crise grecque, par exemple, la crise grecque, la gestion de la crise grecque, finalement, est souvent avancée comme finalement l'exemple de l'impossibilité d'apporter le droit de l'équité aux questions européennes derrière finalement l'excuse, à mon sens, des procédures trop complexes qui ont été adoptées et qui paralysent totalement l'Union européenne. Donc, à mon sens, le danger est bien présent. Je pense que l'Union européenne est vue de l'extérieur comme un acteur qui n'a plus la solidité et la stabilité qu'elle avait même il y a une dizaine d'années sur la scène internationale en raison de ses nombreuses incohérences dans la politique intérieure et extérieure. Et pardonnez-moi d'être si pessimiste, mais je pense que vous qui êtes à l'intérieur de l'Union européenne, il est temps, non, vous n'y êtes pas, vous ne travaillez pas pour l'Union européenne, j'ai mal compris, excusez-moi. Mais je pense qu'il est temps vraiment de repenser aussi la façon dont on arrive à adopter des résolutions communes, la façon dont on arrive à dialoguer sur des problèmes sociétaux majeurs, comme par exemple, c'est absurde qu'un État puisse empêcher finalement un discours sur, par exemple, les droits des femmes, l'avortement. C'est un discours qui doit être, je pense, européen. Je pense que désormais, nos sociétés doivent prendre en compte aussi leurs responsabilités. L'Union européenne, je pense, est beaucoup plus qu'un projet de financement d'une politique régionale, ce qui est réduit aujourd'hui. Donc, voilà, juste pour dire un petit mot à ce sujet, mais merci, j'ai appris beaucoup de choses de mon côté en vous écoutant et je cède la parole. Merci. Cécilia voulait intervenir, oui. Final. Deux choses, je voulais remercier Amandine pour animer le webinaire aujourd'hui et je voulais juste dire que il me semble que la guerre Russie-Ukraine est en train de changer la géopolitique plus grande en Europe et que peut-être le centre de décision en Europe va bouger un peu plus à l'est. Et l'axe d'activité, l'axe de décision, l'axe les enjeux européens seront peut-être plus à l'est et au centre européen avec cette guerre et après. Et pour nous dans la Caraïbe et pour les autres partenaires de l'Europe, nous devons
suivre d'une manière très détaillée et peut-être we need to get to know Europe in a different way, because Europe is not the Europe that we used to know. I don't know, I might be wrong, but I think that the geopolitics of Europe and the personalities and the main decision makers are shifting more to the east. Bien, c'était le commentaire final de Jessica. Je te passe la parole, Amandine, pour les derniers commentaires, puisque nous allons devoir boucler et conclure. Oui, merci. Effectivement, l'Union européenne est en train de changer et je ne suis pas sûre d'être d'accord avec Gregorio, mais c'est ça qui est chouette. Parce que je suis pas sûre que notamment la guerre en Ukraine n'ait pas montré la force, enfin la guerre russe en Ukraine n'ait pas montré la force de l'Union européenne. Une nouvelle capacité à décider différemment, pas forcément à s'entendre tout de suite pour envoyer des chars, mais les chars restent nationaux. Donc du coup, c'est encore une autre question. Néanmoins, pour justement mettre la position européenne sur le tapis, réfléchir à comment répondre, etc. Je trouve que depuis un an, le contexte est malheureux, mais l'Union européenne a montré une capacité à réagir et à se remettre en question et à essayer de parler d'une seule voix. Elle a quand même mis en place des mécanismes d'accueil des migrants ukrainiens, des réfugiés ukrainiens rapidement, ce qui a d'ailleurs provoqué des réactions en Afrique, mais on en reparlera si on en reparle, mais parce que justement, il n'y a pas le même accueil qui est prévu pour des réfugiés qui fuient des guerres en Afrique. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que l'Union européenne se redéfinit. Je suis d'accord avec vous, Jessica, aussi. Le centre des décisions a tendance à évoluer. Et tout ça, juste une réflexion finale peut-être sur l'Union européenne en tant que telle, et pour faire le lien avec un des éléments mentionnés par Gregorio, c'est la nature même de l'Union européenne a évolué, et savoir, est-ce que l'Union européenne est juste un instrument de politique régionale qui donne de l'argent, ou de politique internationale qui donne de l'argent pour la coopération, ou est-ce que c'est une entité politique qui a une personnalité forte, qui va être un acteur international en tant que tel. C'est une question fondamentale et qui est aussi qui est de savoir ce qu'est l'Union européenne, et qui est aussi quelque part idéologique, et qu'on soit français, polonais, roumain, qu'on soit d'un parti de gauche, de droite, écologique ou d'extrême droite, on n'a pas la même vision de l'Union européenne. Donc voilà. Et d'où la difficulté de parler d'une seule voix à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne, je pense. Merci beaucoup, Amandine. On vient de recevoir les remerciements d'Isabelle Vestris de la Martinique. Bonjour Isabelle. Donc voilà. Alors, Amandine, je ne ferai pas de commentaires supplémentaires. Je crois que vos deux commentaires finaux seront la conclusion. En tout cas, merci beaucoup, Amandine, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. On aura encore certainement l'occasion peut-être de se voir. En tout cas, le KJ te remercie. Et puis bon, le KJ, c'est aussi toi, parce que tu as contribué à son existence. Donc, ça donne ça aussi. C'est un peu le résultat du travail que tu as fourni quand tu étais présente en Guadeloupe. Donc, merci beaucoup à tous. Merci à tous les intervenants, les étudiants. Et puis, bon, à bientôt. Merci beaucoup. Merci Jessica aussi. Merci Fred. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Bientôt.